Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous quotidien du média, l'actu, c'est vous. Du lundi au jeudi de 13h à 14h, avec l'ensemble de la rédaction, nous avons décidé de vous donner la parole. Nous avons décidé de construire cette info avec vous. Citoyens, lanceurs d'alerte, journalistes, nous voulons construire une émission d'actualité avec vous. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024, il est à peu près 13h et c'est parti pour un nouveau numéro de l'actu, c'est vous. L'actu c'est vous, concrètement, cette saison, comment cela va se dérouler? Nous ferons tous les jours des appels à témoins sur différents sujets qui font l'actualité. Et si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr. Dans cette nouvelle émission de l'Actu c'est vous, en première partie, on va parler des RICS interquartiers avec Manon Chloé Bianet, membre du Conseil des jeunes d'Evry-Courcouronnes, et Adama Camara, responsable associatif et fondateur de l'association SADA. Nous aurons aussi Neibi S au téléphone qui nous confiera son témoignage. Et en deuxième partie, j'accueillerai Marion, enseignante en Seine-Saint-Denis, et Jessica Sus, parent d'élèves. Elles nous livreront leurs inquiétudes quant au budget 2025 de Michel Barnier et son plan de supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. N'oubliez pas que vous nous regardez désormais sur le canal 165 de la Freebox et bien sûr toujours sur YouTube ou sur notre site internet. Et avant de commencer notre émission, je vous propose un petit clip d'autopromo qui permet de mieux connaître encore ce que fait le média. La situation politique est inédite, urgente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le média. 2 directs par jour. Une situation de crise alimentaire sans précédent. Du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média est aujourd'hui la seule télévision résolument de gauche, engagée et indépendante des pouvoirs financiers et politiques. Le média, c'est 25 travailleurs qui produisent de l'information au quotidien. Nous devons faire plus. Pour cela, nous devons nous développer. Développer la chaîne de télévision, développer nos programmes, notre présence sur le terrain, enquêter sur les puissants qui nous gouvernent, le tout en libre accès. Développer cette chaîne unique dans le paysage audiovisuel français implique de faire grandir nos équipes, d'investir dans du matériel. Sans ça, pas d'émissions, pas de reportages, pas d'enquête et le champ libre pour les grands médias, Macron, Son Monde et l'extrême droitisation des débats. Menez cette bataille avec nous. Abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Être abonné, c'est faire vivre une chaîne TV d'information indépendante et engagée, accessible à toutes et tous en francophonie. Être abonné, c'est faire vivre le pluralisme et le débat dans le très petit monde de la TV. Offrez-vous une alternative TV. Abonnez-vous. Le média. Reprenez goût à l'info. De retour sur le plateau de l'Actu c'est vous, on va tout de suite passer à notre premier sujet. Le premier sujet de cette émission donc, est un sujet très sensible, c'est celui des RICS. Et nous allons en parler donc, avec Manon Chloé Bianet et Adama Camara. Et on aura au téléphone Neibi S pour nous apporter son expérience personnelle. C'est parti. Le sujet a sa place régulièrement dans la rubrique des faits divers de nos journaux locaux, malheureusement. En début de semaine, à Sarcelles, dans le Val d'Oise, une violente bagarre a opposé des jeunes d'une vingtaine d'années. 4 victimes, blessées par arme blanche, ont été hospitalisées, dont 2 en urgence absolue. Donc, on va parler de tout ça. Comme beaucoup l'auront compris, les risques, les embrouilles, les bagarres entre jeunes sont fréquentes. Des jeunes y perdent la vie et d'autres gâchent la leur et des familles pleurent. Trouver des solutions pour enrayer cette machine infernale devient un enjeu de société. Beaucoup l'ont compris et œuvrent pour alerter sur cette situation. Adama Camara connaît bien le sujet pour avoir été à la fois endeuillé par la perte d'un proche, son petit frère Sada, et lui-même auteur d'une tentative de meurtre pour venger ce dernier. Aujourd'hui, il travaille à sensibiliser la jeunesse de France sur les risques afin que cela ne se reproduise plus. Manon Chloé Bianet, membre du Conseil jeunesse d'Evry-Courcouronnes, a fait de la lutte contre les embrouilles de quartier son cheval de bataille. Citoyenne engagée, elle veut éviter à ses petits frères de tomber dans cet engrenage où on ne peut plus marcher dans sa ville sans faire attention.
Merci Adama, et merci Manon Chloé d'être avec nous aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec toi, Adama. Tu es fondateur de l'association SADA, Solidaires Agissons dès aujourd'hui. Et tu es aussi créateur et co-réalisateur de la série Rix, faite avec le média Street Press. C'est ça. Je propose d'ailleurs qu'on regarde d'abord un teaser de ce documentaire. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat. Mettre fin au Rix. Je le fais pour mon petit frère Sada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de Rix, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des Rix. On m'enlève mon petit frère de 19 ans pour une histoire de territoire. La rue, elle te tourne autour. Et en fait, même quand t'en pars, tu pars de la rue, elle arrive à te rattraper. Tous les jours, tu rentres, tu sais pas si aujourd'hui tu vas te faire mêler. Tu sais pas aujourd'hui si tu vas rentrer chez toi. Si tu vas rentrer chez toi, tu vas finir à l'hôpital. On va devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous faire, tu vois? Moi, en tout cas, je me suis dit que si on m'attrape, au moment où ils vont se venger, c'est fini pour moi. Ma fille n'a pas mérité ça. Pourquoi? J'aurais voulu que c'est Ismaël qui m'enterre. C'est pas moi qui dois enterrer Ismaël. Donc on vient de le voir, là c'était le teaser de la saison 2, il y a eu une première saison. Comment est née d'abord cette série? Bien entendu, dans le teaser on vient de voir, tu racontes rapidement une partie de ton histoire, mais comment est née cette série avec Street Press? En fait, en 2018, lorsque j'étais sorti de détention, j'avais fait une vidéo avec le média Street Press où je raconte mon histoire, où malheureusement j'ai perdu un frère, j'ai voulu venger mon frère et que en gros la vengeance m'a servi à rien du tout. Et de là, j'ai eu beaucoup de messages de personnes venant de toute la France qui aussi malheureusement ont vécu le décès d'un proche, des jeunes blessés. Et comme la vidéo elle était devenue virale, je me suis dit en fait, des Adama Kamara, il y en a beaucoup en France. Pourquoi pas donner la parole à ces personnes-là, aux victimes? Parce que souvent, quand il y a une rixe, on s'arrête sur un jeune est mort, un jeune a pris des coups de couteau. On voit des vidéos qui deviennent virales sur les réseaux sociaux, reprises des fois par des médias. Mais derrière, on oublie que les conséquences aussi, c'est pour les familles. Et moi, je voulais un peu mettre de l'humain dans ce qui se passe dans tous ces quartiers. Et de là, donner la parole à ces mamans, à ses sœurs, à ses frères, à ses jeunes aussi blessés et incarcérés, parce qu'en saison 2, on a fait un épisode sur la prison. Donc on a voulu le faire et le média Street Press était partant et du coup on est parti sur... de base on était parti sur une saison, mais après on nous a demandé une deuxième. Là on est en train de réfléchir pour voir une troisième. Moi j'aurais aimé arrêter, mais on se rend compte que les rixes c'est pas un fait divers, c'est un réel phénomène de société. Et il faut agir. Toi, Manon Chloé, en fait, sur les réseaux sociaux, tu parles aussi, tu sensibilises sur cette question-là. Je rappelle que tu es membre du conseil jeunesse de la ville d'Évry-Courcouronnes et je vais montrer un extrait de ce que tu as partagé sur ton réseau social. Les rixes, je définirais ça comme une confrontation entre deux quartiers ennemis. Les rixes, c'est tout ce qui est embrouille, les embrouilles interquartiers. Ça commence à partir du collège. À partir du collège, ça commence par des regards, où ça va se croiser. Par exemple, nous à Évry, je sais que ça se croise beaucoup à l'Agora. Ça va se croiser là, ça va mal se regarder. Oh, pourquoi tu me regardes? Ça va partir. Ça peut être tout bête, hein, t'es pas dans les embrouilles, tu vas dans un autre quartier, mais le quartier en question, il en embrouille contre le quartier. Même si t'es pas dans l'embrouille, ils vont te taper. Tanou, il est revenu, genre, il était juste parti au collège. Il est revenu, il est en mode, il avait un cocard, tout ça. Je crois que c'était le jour où vraiment, il y avait vraiment tout le quartier qui était prêt à en découdre avec les gars d'en face. Hein. Moi, par exemple, là, moi, je suis à l'école, je suis à Paris. Ça veut dire qu'en mode, je vois la différence entre Paris et Évry. T'as vu, quand je suis à Paris, je suis en mode, je suis calme, je suis bien, t'as vu, je rigole avec tout le monde, tout ça, non. Mais quand je suis à Évry, vas-y, je deviens méfiant. Je vais regarder dans les voitures, quand elles passent, tu regardes derrière toi, tu regardes dans les bus, il y a qui. Par exemple, il y a une fête là-bas, tu vas pas y aller parce que tu te dis que, vas-y. J'ai toujours été un gars en mode, t'as vu des histoires, j'ai tout fait pour m'en écarter parce que j'avais déjà capté le vice. Parce que quand tu rentres une fois dedans, tu ne peux plus en sortir. Donc toi, Manon, qu'est-ce qui t'a
poussé à vouloir justement sensibiliser sur ce thème-là? Tu es très jeune, hein, tu as 20 ans, et déjà là, cette vidéo date d'il y a 2 ans, donc à 18 ans déjà, tu avais cette volonté de parler de tout ça. Qu'est-ce qui fait que dans ton histoire, tu souhaites mettre cette question en avant? Dans nos quartiers, on a une grande valeur qui est la famille. C'est quelque chose qui est très sacré. Et donc moi, dans mon incarnation de rôle de grande sœur, c'était essentiel pour moi d'éviter à mes petits frères d'entrer dans ces rixes-là. Aujourd'hui, il y en a un qui a 18 ans et l'autre 15 ans. Pour celui de 18 ans, c'est déjà sauvé. Il a sa carrière dans le football qui l'en a épargné. Celui de 15 ans, on est sur la bonne voie et on essaye de continuer sur ça. Donc, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, surtout, c'est que moi, j'ai grandi aux Épinettes à Évry-Courcouronnes. Et les rixes, en fait, c'était notre quotidien. C'est-à-dire que, supposons que là, on commence la semaine, c'est lundi. Tout le monde va être en état, tout le monde va être normal, on va être ensemble, etc. On va faire nos petites bêtises dans la cour de récréation. Le soir, il y en a qui vont partir en descente et le lendemain matin, t'en as un qui arrive avec un gros cocard sur l'œil. T'en as un autre qui revient pas parce qu'il est parti à l'hôpital, il s'est fait défigurer. T'en as un autre qui revient pas parce que le pronostic vital est engagé. Et en fait, au début, c'est très traumatisant et à un moment, j'ai constaté qu'on en arrivait à une sorte de banalisation un peu au quartier de ce genre de choses-là. Et je me suis dit, mais les gars, en vrai, c'est pas normal. Et comme je suis plutôt engagée en politique et que c'est, pour moi, c'est l'une des solutions, en tout cas, à ce fléau-là, j'ai décidé de le retranscrire sur le terrain politique parce que justement, je trouve qu'il n'est pas envisagé comme il le faut. Les solutions qui sont suggérées aussi ne sont pas celles qui régleront véritablement le problème. Effectivement, sur le terrain politique, parce que c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. Hein. Il y a un chiffre que j'ai pu lire dans le livre du sociologue Marwan Mohamed. Le livre s'appelle « Il y a embrouille ». C'est 120, depuis 30 ans, les rixes, j'ai du mal à le dire, donc on va dire les embrouilles, ça va être plus simple pour moi. Les embrouilles ont fait au moins 120 morts, d'après ce que rapporte la presse, mais peut-être que ce chiffre, il est même en dessous de la réalité, parce qu'il y a, entre les décès, est-ce qu'ils sont toujours liés? Les gens ne font pas toujours le lien entre certains décès et les embrouilles de quartier. Et en plus, il y a ceux qui peuvent aussi décéder après des blessures, plusieurs mois ou plusieurs semaines plus tard. Adama, d'après ton expérience et le fait que tu aies parcouru pas mal de villes de France autour de cette question-là, comment on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Est-ce que c'est les conditions sociales de ces quartiers populaires ou autre chose qui nous emmène qui emmène des jeunes à faire ces descentes-là entre... Moi, je pense qu'il y a un réel problème déjà d'identité chez beaucoup de jeunes. Et nos parents ne comprennent pas souvent parce que les parents, pour eux, se battent pour un quartier qui porte même pas leur nom. C'est irréel. Mais ces jeunes-là ont grandi en France, ont la mentalité de Français. Et pour eux, leur quartier représente tout. Et surtout leur réputation. Dès le plus jeune âge, il y a... Aujourd'hui, moi, je sensibilise de plus en plus jeunes, voire même les CM2. On a monté un module l'année dernière pour parler aux CM2 parce qu'avec les réseaux sociaux et beaucoup de choses, aujourd'hui, les petits ils ont accès à la vie adulte. Et je me rends compte qu'un peu partout en France, les jeunes ne sont pas à l'aise dans les embrouilles, ne kiffent pas être dans les embrouilles, mais vont dans les embrouilles pour être respectés. Ils cherchent un peu le respect, ils cherchent un peu de valorisation dans les embrouilles et ils se disent que si mon pote est en embrouille, je suis forcément en embrouille. Et même si on leur dit, si demain tu croises tes parents dans une descente et que ta mère elle te dit de rentrer à la maison, beaucoup de jeunes m'ont répondu, je rentre et je ressors. Parce que pour eux, c'est plus fort. Si je ne vais pas dans une descente, je vais être considéré comme quelqu'un qui n'est pas un bonhomme. Et dans la vidéo, on a pu voir un jeune qui parle de la scolarité. Beaucoup de jeunes ont arrêté l'école. Ce n'est pas pour le niveau scolaire. C'est juste parce qu'ils ne peuvent pas aller au lycée d'en face. Ils ne peuvent pas aller au collège d'en face. Et pareil pour les centres commerciaux. Il y en a, ils ne peuvent pas aller dans un certain centre commercial, dans une certaine gare, parce que c'est plus proche du quartier et demi. Donc quand on dit guerre de quartier, dans leur tête, dans leur mentalité, ils sont vraiment en guerre. Ce n'est pas juste un mot qu'on utilise comme ça, c'est qu'il y a le territoire ennemi, abattre l'ennemi, ça c'est des mots prononcés pendant la guerre. Et ces jeunes-là sont malheureusement pour eux dans des guerres de rivalité et ça part de rien. Ça vient d'où? Un regard, le mauvais héritage des grands, parce qu'il y a des villes, malheureusement, c'est de génération en génération. Moi, je parle à des collégiens, des fois, ils me disent, même mon père, il s'embrouille avec eux, surtout dans le 91. Et moi, je pousse des coups de gueule, des fois, sur le 91. Je dis, ils ont le triste palmarès
d'avoir beaucoup de morts dans le 91. Et je me dis qu'il faut à un moment donné faire des choses. Moi, je ne connaissais pas ce que tu faisais, mais je trouve que c'est essentiel. Et la place des femmes est importante aussi dans les embrouilles, parce qu'il y a des sœurs des fois qui veulent s'intéresser, on leur dit mais toi tu es une fille, tu peux pas comprendre. Bien au contraire, parce que quand ces jeunes-là vont en prison, souvent c'est les femmes qui vont les voir en prison, soit les sœurs, soit les petites amies, soit les mamans. Et l'importance que des jeunes, aujourd'hui de plus en plus jeunes, se mobilisent à sensibiliser les jeunes, pour moi, c'est top et il faut continuer. Il faut vraiment continuer ce que tu fais. Merci. Dame a parlé du 91. Effectivement, tu viens de ce célèbre département de l'Essonne. Et moi, ça me rappelle notamment un morceau de This Is La Peste qui vient du 91 et qui s'appelait... L'album s'appelait Le Poisson Rouge. Et il y a un morceau, justement, où il parle de ces embrouilles interquartiers. Et il dit que le point de départ, c'est une histoire de poissons ramenés à... Bref. Et donc, du coup, effectivement, comme disait Dama, parfois, les raisons de ces embrouilles sont assez... banale et parfois anodine. Comment, toi qui vis dans le 91, tu expliques ça? Est-ce que de ta jeune expérience, tu as compris qu'est-ce qui se passe dans ce département, en tout cas, ou à Évry même, pour que des quartiers qui sont même pas à 1 kilomètre l'un des uns des autres puissent se passer tout ça? Il y a une phrase qu'on dit souvent pour qualifier mon département, c'est que si l'Éric c'était la Ligue des Champions, je crois que c'est chez toi que j'avais vu ça d'ailleurs, c'est ta phrase. Le 91 sera le Real de Madrid. Voilà, exactement. Et quand j'ai vu cette phrase, elle est drôle, mais en même temps, je pense qu'elle est accessible à tous parce qu'on a quand même une certaine culture du football en Essonne. Pour le cas d'Éric Courcouronnes, notre avantage, c'est aussi notre talon d'Achille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est une très grande ville, on a un peu plus de 7 quartiers quand même. Donc, c'est un avantage d'avoir une très grande ville parce qu'on a une sorte de diversité au niveau des paysages, au niveau des populations, etc. Mais c'est aussi notre défaut sur le terrain d'Éric Interquartier parce que, comme tu l'as dit, tu peux avoir 2 quartiers qui sont côte à côte et qui tombent dans les embrouilles. En plus de ça, on a un centre commercial qui est au centre de la ville, mais qui est, on va dire, collé, enfin qui est très à proximité avec le quartier des Pyramides. Donc, un quelconque quartier qui est en embrouille à Évry-Courcouronnes, il va à l'Agora. C'est assez compliqué. Et il y a une chose que tu as mentionnée encore tout à l'heure par rapport aux centres commerciaux. Soit les jeunes ne vont pas aller faire les courses, soit ils vont y aller, mais ils vont aller en bande de parfois 14, 15. Et j'en ai vu plusieurs fois des amis à moi qui sont partis faire les courses pour leurs parents, mais ils vont vraiment en équipe. Et moi, c'est quelque chose, ça m'a toujours surpris au plus haut point. Donc, en tout cas, pour Évry-Courcouronnes, je pense que, et les politiques en ont conscience, et moi, j'en ai discuté aussi avec eux, c'est que le fait qu'on ait autant de quartiers, c'est notre défaut, mais surtout, le truc, c'est que à Évry-Courcouronnes, c'est pas juste le fait qu'on ait plusieurs quartiers, c'est qu'il y a plusieurs quartiers qui se renferment sur eux-mêmes parce que dans chaque quartier, tu as une place à chaque fois. Donc les gens ne sont pas poussés à aller vers le centre et à se rencontrer entre eux, ils sont plutôt encouragés à rester entre eux dans chaque quartier. Et donc forcément, quand ils vont se rencontrer, ça va créer des embrouilles, alors qu'on fait partie de la même ville. Et c'est quelque chose qu'on ne constate pas. Par exemple, à Corbeil-Essonnes, en tout cas, il y en a beaucoup moins. Je crois que Corbeil compte à peu près 4 quartiers. Grigny, n'en parlons même pas. Il y a parfois des fois où Grigny descendait en descente, mais toute la ville, quoi. Ouais. Et donc, si Évry se mettait à faire ça, j'imagine pas ce que ça allait donner. De ce qu'a dit, il y a une réalité qu'on constate pas quand on est plus jeune. Moi, je prends l'exemple là où j'ai grandi à Garges-les-Gonesse. En fait, tout est concentré dans mon quartier, que ce soit la boulangerie, l'école maternelle, l'école primaire, la boucherie, la poste, la patinoire, la piscine. Moi, je ne quitte pas mon périmètre, je ne quitte pas mon quartier. Et réellement, quand je quitte vraiment mon quartier, c'est juste pour traverser la rue et aller au collège en face. Ça aussi, il y a une réalité, c'est que de mes 5 à mes 10, 11 ans, je suis matrixé vraiment que le quartier. Pour moi, Garges-les-Gonesse, c'était le quartier de la Martine. Et donc, quand tu grandis comme ça et que tu arrives au collège et tu te rends compte que non, il y a d'autres personnes, chacun directement veut représenter son quartier. Parce qu'il y a un rapport de force qui est fait et on se dit, moi je représente la Martine, l'autre il représente la Muette, l'autre il représente les Voltaire et compagnie. Et de là aussi, ça crée les embrouilles. Et malheureusement, quand je donne cette phrase-là, moi, il n'y a pas longtemps sur les réseaux, c'est parce que je reçois tout le temps des articles sur le 91. Je travaille beaucoup aussi dans le 91 et je me dis, peut-être que moi, j'essaye, même en parlant de la Ligue des Champions, en disant que le 91, malheureusement, c'est le Real de Madrid. C'est pour dire que chez vous, il y a beaucoup plus de morts qu'ailleurs, alors qu'il y en a beaucoup. Dans le livre de Marwan Mohamed, ils en recensent 120, et moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a les morts médiatisées et les non médiatisées.
Et en l'espace d'un mois, j'ai dû recevoir 5-6 personnes qui m'envoyaient des articles où il y a eu des décès. Et malheureusement, le couteau, parce que ça aussi, c'est l'arme numéro 1 qui est fatale sur ces jeunes-là. Et quand je leur pose la question, mais pourquoi vous marchez avec un couteau? Beaucoup de jeunes vont dire, c'est pour me protéger, au cas où si on me tombe dessus. Mais il faut savoir dire aux jeunes qu'on ne se protège pas avec un couteau. À aucun moment, je ne sais pas depuis quand on s'est dit qu'avec un couteau, on se protège. On ne se protège pas avec un couteau. À partir du moment qu'on traîne avec un couteau, on est potentiellement un futur assassin. Et ça, il faut que les jeunes commencent à le mettre dans leur tête. C'est très intéressant ce que vous dites, et notamment sur le fait que dans certains quartiers, tout est concentré. Et donc, du coup, à partir du moment où on va ailleurs, on va pas du coup beaucoup souvent hors de notre quartier, on reste beaucoup dans notre quartier. Et ça, c'est ce que j'ai pu constater moi-même de mon expérience en région parisienne, parce que je viens pas de la région parisienne. Moi, je viens de la région lyonnaise. Et on a... Même si ça existe, hein, bien entendu, c'est partout. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, c'est plus de 80%, d'après les chiffres du livre de Marwan Mohamed, 80% des décès suite à ces embrouilles de quartier sont en Ile-de-France. Et il se trouve qu'en province, du coup, c'est un peu différent. Moi qui viens on est obligé, à un moment donné, de sortir de notre quartier, soit pour aller à la poste, soit pour aller faire des cours, soit pour aller à l'école. Et donc, du coup, on est très vite habitué à ce brassage dans le quartier. Mais après, ça peut arriver, par contre, entre les villes. Par contre, à l'inverse, ça va plus jouer. Moi, je venais de Vaux-en-Velin. Peut-être qu'on peut être en embrouille avec d'autres quartiers et ainsi de suite. D'autres villes, pardon. Mais entre les quartiers, c'est beaucoup plus rare. Et tout à l'heure, tu as évoqué un phénomène qui est assez nouveau, mais toi, tu es en plein dans cette génération-là. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, justement, on fait face à notamment tous ces réseaux sociaux, Snapchat, c'est beaucoup avec ce réseau social-là que les jeunes communiquent et notamment se donnent des rendez-vous pour faire des descentes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles et ce thème t'intéresse ? Ça m'intéresse particulièrement parce que moi-même, déjà, je suis une utilisatrice de Snapchat depuis le collège. C'est un réseau social qu'on utilisait beaucoup. Et comme vous l'avez dit, déjà, il est utilisé pour se donner des rendez-vous pour aller en descente. En tout cas, j'utilise le jargon. Mais aussi pour humilier. Et ça, c'est parce que souvent, on ne sait pas d'où les risques partent. Par contre, moi, j'arrive à identifier le pourquoi ça se perpétue. Et il y a très souvent ce sentiment de « je me suis fait humilier et je ne peux pas rester sur cette humiliation. Il faut absolument que je parte me venger par rapport à ça. » Donc, ils vont encore se donner des rendez-vous à chaque fois. Il y a Snapchat, mais moi, je considère qu'il y a YouTube aussi dans les clips. Les clips où, justement, on va mentionner les actes de barbarie qu'on a pu faire à l'occasion d'une descente. Et ça aussi, ça participe au fait qu'on continue à perpétuer certaines risques dont on ne connaît même pas parfois l'origine. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être soit de l'humiliation qui a eu lieu, soit, comme il l'a dit, Adama, ça vient d'où qui peut tomber sur un mec qui fait partie d'un quartier, qui habite dans un quartier, mais qui est absolument pas dans les embrouilles. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de dire que les pyramides étaient au centre un peu d'Évry-Courcouronnes. Et on a le VESC aussi, donc c'est là où a lieu Évry FC, c'est là où on a notre stade. Donc quand tu t'inscris pour le foot pour aller à Évry FC, tu passes nécessairement par les pyramides. Et il y en a plein, pareil, qui sont entrés dans les embrouilles alors qu'à la base, c'était des footeux. Donc eux, on misait pas sur ces gens-là pour entrer dans les embrouilles, mais ils ont eu à le faire finalement parce que justement, on les a attrapés comme ça. Et quand on les attrape et qu'on les saute, j'utilise encore le jargon, donc les sauter, c'est-à-dire les frapper, ils vont filmer la personne qui a été prise. Et donc, il y a cette humiliation qui fait que, là, on parle d'hommes quand même, ils sont dans un âge où ils se construisent, donc forcément, il y a leur ego qui joue et ils se disent, en fait, obligés de faire un match retour. Donc après, on rentre au quartier, on prévient les gens et puis c'est reparti. Ainsi de suite. C'est clair que les réseaux, la musique, ça joue beaucoup. Moi, j'ai un épisode de Rick saison 2. On voit dans 2 villes du 91, entre Saint-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel, il y a eu pendant un moment une rivalité qui est liée aussi autour du rap. C'est qu'on t'attrape devant ton établissement, on peut limite te laisser pour mort, on filme et notre prochain clip commence par cette vidéo de la barbarie qui a été faite. Donc il y a ça. Et les jeunes aussi, parlons d'humiliation. Avant, quand il y avait des embrouilles, moi, à ma génération, on se battait, on pouvait taper quelqu'un, mais il n'y a que nous qui sommes au courant de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, lorsque je vais publier sur mes réseaux, toute la France va être au courant que tu t'es fait humilier. Donc ce jeune, même si déjà il va grandir, il va être dans ce sentiment de vengeance, avec les réseaux, ça va le pousser et l'obliger à le faire. Parce que souvent, quand les gens se vengent ou donnent un retour, c'est pas forcément pour eux, c'est pour souvent le regard des autres. Donc,
une fois que les autres ont vu que j'ai été humilié, il faut que je prouve aux autres que je suis aussi capable de faire les choses. Et l'utilisation des réseaux sociaux, à partir de quel âge ? Donc les jeunes, aujourd'hui, moi, quand on est en face de certains de l'école primaire de CM2 qui te parlent de Snap, qui te parlent de TikTok, qui te parlent de Instagram, ils ont 10 ans, ils sont déjà dedans. Donc forcément, ils ont accès à la vie adulte alors que c'est des bébés pour moi, c'est des enfants. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc sensibiliser aussi les parents sur l'usage du téléphone par rapport à leurs enfants. Parce qu'une fois qu'ils vont prendre l'habitude à 10, 11 ans, ils ont fait un compte Snap, ils s'envoient des vidéos, etc. C'est trop tôt. Il faut aussi sensibiliser les parents sur ce danger du téléphone, des réseaux sociaux qui, pour moi, met de l'essence à toutes les embrouilles. On se donne des rendez-vous sur Snap, on filme, il y a Snap, des fois on peut même filmer un meurtre sans s'en rendre compte, on poste, et après il y a aussi ces jeunes qui disent « oui mais j'ai juste filmé ». Ouais. Moi, j'ai juste filmé. Et quand on les met pour complicité d'assassinat ou tentative de meurtre, ils sont surpris. Il faut savoir dire aux jeunes aussi, quand tu filmes une bagarre et que tu postes sur les réseaux sociaux, tu es complice. Exactement. Effectivement, c'est bien de le dire, parce que je pense que pour beaucoup, ils ne le savent pas. Et on va prendre en ligne, parce que l'actu c'est vous, c'est aussi donner la parole à des auditeurs ou téléspectateurs. Et on va prendre en ligne Neibi. Neibi S, vous parliez de musique tout à l'heure. Neibi S est actuellement artiste, musicien, mais il a grandi dans le 91, à Évry, dans le quartier des Honnêtes. Et il va nous raconter un peu son histoire, car il a fait partie de bandes qui, justement, allaient d'embrouille en embrouille avec des quartiers d'à côté. Bonjour Neibi, t'es avec nous ? Oui, je suis avec vous, vous m'entendez ? On t'entend très bien. Merci de prendre la parole aujourd'hui. Neibi, donc tu as 20 ans, je le disais, tu es artiste, tu fais de la musique, mais il se trouve que dans ta jeunesse, tu es encore très jeune, hein, mais il y a quelques années, tu justement participais à des rixes avec des bandes rivales. Comment c'est arrivé ? À quel moment ça a commencé pour toi ? Ça a commencé vraiment très très tôt. Hein. Ça a commencé très tôt. Je pense que j'étais en 6e, mais c'est juste que c'était pas à la même intensité en fait. C'est-à-dire en 6e, ça se passe comment ? Donc, au début, ça allait être des petits trucs. On allait partir dans le collège d'à côté. Le collège d'à côté, moi j'étais dans un collège qui s'appelle Paul-Éluard aux Épinettes. Et nous, du coup, on allait être en embrouille avec un quartier à côté que bon, je ne citerai pas. Et donc la première fois où j'ai eu affaire à une confrontation en soi, c'est quand on a appris qu'il y avait un garçon du coup de ce quartier-là qui était dans le collège en fait. Et donc à partir de là, on est parti, on l'a frappé à plusieurs. Donc dans le jargon, on l'a sauté du coup. Et ça a commencé à partir de là. Ensuite, bon, ça s'est calmé et c'est vraiment en grandissant à partir de la 3e que ça a commencé à devenir sérieux du coup. Et quand tu dis sérieux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait ? Enfin, utilisation, j'imagine, d'armes blanches, c'est tout ça ? Exactement. C'est l'utilisation d'armes blanches, des rendez-vous plus fréquents. Des rendez-vous plus fréquents. Et c'est là qu'on a commencé à sentir en quelque sorte une sorte d'insécurité. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu que ça a parlé du coup du fait de se rendre à l'Agora à plusieurs. Ben, c'est à partir de la 3e que j'ai ressenti en fait ce besoin-là. Donc, et ce besoin dont tu parles, il est né d'où ? Pourquoi tout d'un coup tu t'es rentré dans, même si c'était depuis que tu étais jeune, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Pourquoi en 6e tu commences déjà à te dire je vais rentrer dans ces embrouilles-là ? Pourquoi ? J'imagine que c'est pas tous les enfants de 6e qui sont dans les embrouilles. Donc pourquoi toi, tu as décidé de faire partie de tout ça ? Franchement, c'est très bête, mais c'est de l'influence, hein, l'influence des plus grands. Parce que c'est vraiment très très bête et très dommage, mais dans le 91, c'est un héritage en fait. Les embrouilles, c'est vraiment un héritage. Tu vois les grands faire, donc très vite tu veux faire comme les grands. Tu veux montrer que toi aussi en fait t'es quelqu'un. Ouais, en fait, c'est exactement ce que disaient Adama ici et Manon Chloé. Et ton quotidien, quand tu étais impliqué dans ces embrouilles-là, c'était quoi ? Est-ce qu'effectivement, tu marchais dans Évry toujours, soit à plusieurs, ou toujours en faisant attention au quartier dans lequel tu traînais ?
Faut savoir que moi, clairement, quand j'étais impliqué dedans, j'allais tout simplement pas sortir du quartier si j'étais pas avec mes amis, tout simplement. Ouais, d'accord. Du coup, oui, c'est ça. Du coup, on restait au quartier. Quand il y avait un problème, on s'envoyait des messages sur le groupe Snap, on partait dans l'autre quartier et c'était comme ça. Donc effectivement, ça rejoint exactement ce qu'on disait. Mais dans toutes ces embrouilles, toutes ces guerres que tu as menées, guerres entre guillemets que tu as pu mener contre d'autres quartiers, est-ce que ça s'est mal fini parfois pour toi ou pour d'autres? Ça s'est très mal fini. Par exemple, rien que pour moi, à un moment, je suis parti à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital et c'est ça qui, d'ailleurs, m'a donné le déclic. En soi, j'ai vu des amis à 2 doigts de la mort, devant moi, comme ça. Et aussi avec des démêlés avec la justice aussi. Avec la justice, parce que du coup, après chaque descente, c'est soit tu pars en garde à vue, soit tu pars à l'hôpital. Ou bon, si tu as plus de chance, bon, tu rentres à la maison. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'issues. Et donc c'est comme ça. Et comment on en sort définitivement? Comment tu as pu sortir de tout ça? Je rappelle, tu n'as que 20 ans, mais du coup aujourd'hui, tout ça semble derrière toi. Comment tu sors de ça? Comment tu es sorti de tout ça? Moi, personnellement, ce qui m'a sorti de ça, c'est déjà, ça s'est fait ça s'est vraiment fait en plusieurs fois, en fait. J'ai tout d'abord, lorsque je suis parti à l'hôpital, c'est là où j'ai eu un déclic. J'ai vu ma mère à côté de moi. Comme ça, en plus, elle devait travailler le lendemain, mais moi, à cause de mes bêtises, du coup, j'étais à l'hôpital, donc elle dormait sur un siège, comme ça, à côté de moi. Déjà, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, je pense que je vaux quand même mieux que ça. Je vaux quand même mieux que ça. Ma mère, elle est venue en France comme mon père, parce que bon, on est des enfants d'immigrés. Donc, ma mère, elle est venue en France pour que j'ai une vie meilleure, et moi, je me retrouve là, bêtement. Ensuite, tout simplement les études. Les études, je suis parti en fac, donc je n'avais plus trop le temps à accorder à ça, et surtout la musique. La musique, c'est vraiment quelque chose qui a confirmé. Parce que je pense que le manque, en fait, c'est surtout le manque de projets personnels qui nous met dans un cercle vicieux. Et aujourd'hui, justement, à travers ta musique, est-ce que tu essayes de sensibiliser à tout ça, en parler soit dans tes textes ou autres? J'essaye, je le fais même, mais surtout, ce que je fais, c'est changer en fait de style. Il faut savoir que la musique, j'ai commencé très très jeune. J'ai commencé très très jeune et j'ai commencé par le rap. Et du coup, c'est même quelque chose que, par exemple, je ne pouvais pas faire écouter à mes parents. Je ne pouvais pas faire écouter à mes parents. Et vraiment, je dénonçais, j'insultais, je faisais comme tout le monde, en fait. Je faisais comme tout le monde. Mais en grandissant, j'ai compris que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et je pense que la musique aussi a un lien avec tout ce qui va être lyrics, la délinquance, malheureusement. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, moi, quand j'écoutais les sons des plus grands, en fait, ça nous inspirait. On se disait, ah ouais, lui, il a dit ça, ah ouais, il est en quelque sorte gang. Donc nous aussi, on faisait pareil. Et du coup, là, ce que je fais, je chante, je passe sur d'autres styles pour montrer aux petits qui vont me suivre plus tard, ou même ceux qui m'écoutent là tout de suite, que tu peux réussir dans quelque chose sans pour autant que ça soit du rap, en fait. Tu peux réussir dans quelque chose de plus smart, et aussi ça développe la créativité. Très bien, très bien. Et c'est un bon message, je trouve, d'espoir, en tout cas, qu'on peut entrer dans toutes ces embrouilles et en sortir. Et notamment, toi, aujourd'hui, à travers la musique, tu essayes d'apporter un autre message. Adama, on a entendu donc Neibi qui parle justement des familles et de sa mère qui a été finalement un déclic pour qu'ils se disent finalement qu'est-ce que je fais là? Mes parents sont venus de loin pour que j'ai une meilleure éducation et aujourd'hui je me retrouve à être à l'hôpital avec ma mère qui va pas travailler parce qu'elle doit m'assister. À travers tes différentes vidéos sur cette série documentaire X, justement on voit beaucoup de familles et c'est les familles les premières à souffrir de tout ça. Les premières victimes de toutes ces embrouilles, c'est les familles, c'est les mamans, c'est les papas, c'est les frères et sœurs. Et une phrase que beaucoup de parents me disent, c'est que de base, Adama, c'est pas à nous, parents, d'enterrer nos enfants.
ça doit être le contraire dans la logique des choses de la vie. Mais aujourd'hui, avec ces embrouilles-là, on enterre nos enfants. Et c'est terrible. Et effectivement, quand même des fois les jeunes, ils me disent « Ouais, mais moi, je préfère que c'est sa mère qui pleure que la mienne. » Mais dans les deux cas, ta maman va pleurer. Si demain, tu tues quelqu'un, tu vas aller en prison, ne pense pas que ta mère elle va être fière, elle va rigoler, elle va pleurer. Demain, tu perds la vie, elle va aussi pleurer. Mais lorsqu'on est au quartier, dans ces embrouilles-là, on n'est plus la même personne qu'on est à la maison. À la maison, on a un comportement. C'est pour ça, moi, je dis, on a une tête, mais on a deux visages. On a le visage qu'on a devant nos parents et le visage quand on est au quartier. On est vraiment prisonnier de notre personnage. On est prisonnier de ces embrouilles-là. Et on a beau nous dire, moi, j'étais impliqué plus jeune aussi, j'étais dans les embrouilles, on a beau nous dire, mais tu sais que tes parents vont souffrir, tu sais que... Mais tu es tellement... La famille du quartier, quand je dis la famille du quartier, elle est aussi importante que la famille à la maison. Et on a une telle loyauté envers nos amis qu'on préfère, limite, faire souffrir nos parents pour avoir cet honneur et ce regard dans ce quartier à se dire, voilà, comment s'en sortir. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de jeunes s'en sortent déjà avec l'âge. Il y en a qui disent, ouais, une fois que je vais avoir 20 ans, je vais passer à autre chose, je vais arrêter. Il y en a qui n'atteignent jamais 20 ans. Il y a l'amour aussi. Quand ils vont rencontrer une petite amie et ils vont se dire qu'à un moment donné, j'ai pas le temps, c'est soit je vais au cinéma avec ma copine, soit je vais dans les embrouilles. Je préfère faire des bisous que de me prendre des coups de batte. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi la réalité des parents. Moi, en ce moment, on travaille sur un projet parce que pour nous, c'est un problème réel d'identité et que même si les parents viennent du pays, te racontent la misère du pays, mais toi, tu as grandi en France, tu as la mentalité des Français. Moi, quand on me dit c'est la misère, quand j'étais plus jeune, on me disait, mon père me racontait au village, c'était la misère, etc. J'imaginais, mais avec ma mentalité de Français. Et quand j'ai mis les pieds au Sénégal et que j'ai vu la réalité, là, j'ai pris une claque. Et je me dis non. Nos parents, ils n'ont pas vécu tout ça pour que nous, aujourd'hui, on s'entretue pour rien. Donc, il y a de l'espoir. Parce qu'on voit beaucoup aussi de jeunes, malheureusement, qui prennent le mauvais héritage. Hein. Mais il y a aussi de l'espoir. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en sortent. Et votre génération à vous, les 20 ans, c'est à vous aussi de vous lever, de vous dire non, stop. Au bout d'un moment, on arrête. Il faut qu'on essaye de faire des choses. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de légitimité dans ça. Parce qu'il y en a, ils disent oui, il faut que quelqu'un qui a fait de la prison doit venir parler aux jeunes. Non. Moi, quand je vois une personne comme toi, qui est autant dans la politique, autant engagée dans sa vie, dans le quartier, parce que ça les touche aussi, ça l'a aussi touché. Demain, tu t'entends bien avec un pote à toi, le lendemain, il ne vient pas à l'école parce qu'il s'est pris un coup de couteau, parce qu'il est entre la vie et la mort. Donc toi, ta position, qu'est-ce que tu dois faire? Donc la jeunesse, il faut faire avec eux. Et c'est à vous, aujourd'hui, de vous lever aussi, de faire les choses. Nous, on essaye, on continuera toujours à faire les choses, mais la relève, c'est vous. Il faut que même, ils vont voir de plus en plus jeunes, des personnes s'engager à ce phénomène-là. Ça peut que changer les choses. Et il faut continuer. Je vais suivre Adama, je vais laisser le mot de la fin donc à la jeunesse, Manon, Chloé. Justement, est-ce que tu as... Comme Madame le dit, de l'espoir. Est-ce que, comme le disait Neibi, c'est les projets aussi qui permettent à ces jeunes de sortir de tout ça? Je te laisse conclure cette partie de l'émission. Absolument. Il y a des solutions. Je suis déjà quelqu'un de très optimiste, donc je pense que j'envisage toujours les choses positivement. Déjà, à l'échelle politique, je vais donner le mot de la fin sur deux plans. À l'échelle politique, au niveau de ma ville, en tout cas, on a mis en place des médiateurs, parce que moi aussi, en étant jeune, j'étais pas dans les rixes, mais j'étais une grande bagarreuse. Et à plusieurs reprises, j'ai des médiateurs qui sont venus me séparer de certaines bagarres qui auraient pu aller quand même très très loin. Et je tiens à dédicacer ici Abdes qui continue à faire ce travail au sein de la ville d'Évry-Courcouronnes avec ses collègues. Donc il y a ce travail-là, il y a le travail de la police aussi. On les voit très souvent en mal, mais la police fait un très grand travail. Et j'ai eu des retours d'ailleurs de jeunes de mon quartier la semaine dernière qui sont partis en garde à vue parce qu'il y a eu une rixe entre mon quartier et un autre. Et la police, voulant éviter les représailles, les a gardés en garde à vue pendant 48 heures pour éviter qu'il y ait des représailles vraiment à chaud qui auraient pu avoir des conséquences. Voilà. Ensuite, sur l'échelle plus locale, ou en tout cas entre nous au quartier, je pense que, comme on l'a dit, les grands ont
une grande responsabilité. On l'a aussi, nous qui avons 20 ans, c'est vrai, mais on prend leur héritage. Et moi, je voudrais ici le dire, que les grands devraient déjà commencer à arrêter d'encourager les jeunes qui, excusez-moi du terme, foutent la merde. Ceux qui partent en descente, parfois, ils sont un peu encouragés par les grands. Je voudrais, moi, dans mon quartier, dans ma ville et dans toutes les villes de toute façon de France, voir des grands qui encouragent plutôt les petits à passer leur code, qui encouragent les petits à avoir d'autres perspectives d'avenir. Il n'y a pas que la rue, en fait, qui permet de réussir. Enfin, après, on définira la réussite, ça c'est subjectif, c'est ça, mais les encourager, je sais pas, à devenir ingénieur, à devenir beaucoup de choses. Moi, au quartier, on m'a pas encouragé à faire les études que je suis en train de faire aujourd'hui. Par contre, quand je vais les voir, ils me disent ouais, Manon, on est tous derrière toi, on est tous derrière toi. Je dis c'est bien beau d'être derrière moi, mais moi, à la limite, je me suffis. Par contre, les petits qui sont là au quartier, je peux pas être la seule à leur dire les gars, vous savez qu'il y a autre chose à faire. Il y a pas que la rue, il y a pas que le trafic de drogue, il y a pas que voilà, on a d'autres horizons qui se placent devant nous. Donc, saisissez vos chances et vous pouvez le faire, en fait. Donc, ce que j'essaye de leur dire à chaque fois, c'est que j'en ai marre d'être toute seule, par exemple, venant d'Évry-Courcouronnes ou du 91, à être dans d'autres milieux que ceux de nos banlieues et à essayer de nous représenter et qu'ils essayent de venir et qu'on fasse force tous ensemble. Très bien, merci beaucoup Manon Chloé pour cette dernière parole. Merci beaucoup Adama d'avoir délivré tout ton témoignage et tout ce que tu as pu nous dire aujourd'hui. Merci aussi à Neibi S qui était au téléphone avec nous. On passe désormais au deuxième plateau de cette émission. Je reçois Marion, enseignante dans le 93, militante à Révolution Permanente, ainsi que Jessica Suze, une parent d'élève, pour revenir sur le plan de gouvernement de supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale, tel que spécifié dans le projet de loi de finances pour 2025. On discute de tout ça juste après les titres du flash d'information, mis en image et concocté par Baptiste Lépinet.